Bonjour et bienvenue pour ce live spécial baromètre annuel absentéisme 2023, un rendez-vous devenu incontournable et très attendu. Pour vous en parler et décrypter l'essentiel des grandes tendances 2023, j'ai le plaisir de recevoir dans une parité exceptionnelle deux experts et deux grands témoins DRH. Anne-Sophie Godon, bonjour. Bonjour. Alors Anne-Sophie, vous êtes directrice des services pour Malakoff Humanis, leader de la protection sociale en France et fondateur du baromètre annuel absentéisme, devenu une véritable institution. Et vous verrez d'ailleurs la richesse de cette 8e édition et je suis très fière qu'RHM y soit associé. J'ai le plaisir de recevoir également Mathieu Pavageau. Bonjour. Mathieu, vous êtes le directeur technique et scientifique de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. J'ai le plaisir également de recevoir Karine Branger. Bonjour Karine. Bonjour Delphine. Alors Karine, vous êtes DRH du groupe Armatis, leader de la relation client. J'ai le plaisir enfin de recevoir Patrick Roux. Bonjour Patrick. Bonjour Delphine. Patrick, vous êtes le DRH de Linksense, leader, je me suis bien renseignée, leader dans le design et la fabrication des micro-connecteurs pour les cartes à puce notamment. Alors nos échanges vont se construire en 6 temps, très courts, je le rappelle, très punchy. Donc le premier temps, vous allez avoir la révélation des 4 grandes tendances de ce baromètre, puis nous passerons à l'identification des signes avant-coureurs. Enfin, nous parlerons de la prévention et de l'organisation du travail, puis des dispositifs à mettre en place. À la 5e séquence, je prendrai vos questions. Et là, donc, je vous encourage à les noter dans le live au fur et à mesure qu'elles vous viennent et on en parlera à ce moment-là. Et je les espère effectivement nombreuses. Et enfin, un mot de conclusion, principalement adressé à Monsieur Pavageau pour nous ouvrir sur le travail de demain. Voilà, donc nous allons passer très vite à la première séquence. Alors Anne-Sophie, la révélation de ces 4 grandes tendances du baromètre 2023. La première chose à noter, c'est déjà ce taux jamais atteint. 50% des salariés du secteur privé se sont vus prescrire un arrêt de travail en 2022. Dans ces 50%, il y a à peu près 7 points liés au Covid. Ça veut dire qu'hors Covid, on est encore à 43%. Et c'est 10 points de plus que quand on a commencé à faire ces études au début des années 2010. Donc vraiment une très grande finalement accélération de l'absentéisme. Et dans le même temps, finalement, ce qu'on ne voit pas ici, c'est les salariés, plus de 60% de salariés qui nous disent avoir eu des problèmes de santé qui auraient justifié qu'ils s'arrêtent et qui ne se sont pas arrêtés. Donc c'est probablement quelque part sous-évalué. Le deuxième élément, c'est qu'on voit des 3 populations qui se distinguent, les femmes, les jeunes et les managers. Donc on voit que dans notre top 3, on a en première position donc, les salariés âgés de 18 à 34 ans. Quand on regarde dans l'étude, qu'est-ce qu'on peut noter finalement? On voit d'abord des jeunes qui nous disent être en moins bon état de santé mentale. Ils nous disent aussi être un quart d'entre eux à avoir consommé en 2022 des somnifères, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Ce sont aussi finalement des jeunes qui sont inquiets avec finalement les questions de santé environnementale. Ils sont plus de 70% à nous dire comprendre que l'environnement a des conséquences pour leur santé. Et puis ils sont nombreux aussi à finalement se déclarer en situation de fragilité personnelle. Donc des jeunes qui, au total, ont été presque 6 sur 10 à s'absenter. Et puis la deuxième catégorie, donc en violet, ce sont les femmes. Donc 55% d'entre elles se sont vues prescrire au moins un arrêt. C'est 10 points de plus que les hommes. Et la caractéristique de ces arrêts, c'est que ce sont surtout des arrêts longs.
Le troisième message, c'est que tous les secteurs d'activité connaissent une augmentation significative entre 2022 et 2023. Mais il y a deux secteurs qui ressortent plus particulièrement. La santé, avec, vous voyez, près de 6 salariés sur 10 qui se sont vus prescrire un arrêt maladie. Des salariés qui se déclarent en mauvais état de santé physique et psychique. Des arrêts principalement pour motifs psychologiques et des arrêts qui sont beaucoup plus longs que la moyenne donc, des autres secteurs. Pour autant, des dirigeants qui sont engagés notamment sur le terrain de la prévention santé individuelle. Et puis l'industrie, deuxième secteur, avec là, quelque part, peut-être un paradoxe pour nos experts et témoins, puisqu'on a, donc, vous voyez, un taux là aussi important, plus élevé que la moyenne, mais des salariés qui se déclarent plutôt en meilleur état de santé perçu que les autres. Des dirigeants aussi qui se déclarent plutôt plus actifs que d'autres sur le terrain de la prévention, et donc des résultats qui sont peut-être à commenter un peu plus. Dernier élément, c'est un sujet dont on a parlé dans notre enquête récente aussi, c'est la question de l'engagement. Eh bien, on voit que les salariés qui se déclarent le moins engagés, donc ceux qui, quand on leur demande quel est leur niveau d'engagement spontané envers leur travail, mettent des notes basses, donc entre 0 et 5, donc des salariés dont on peut dire qu'ils sont faiblement engagés, on voit que ceux-là, ils sont presque 70% d'entre eux à s'être vus prescrire un arrêt de travail, et à l'inverse, ceux qui sont les plus, en tout cas qui se déclarent les plus engagés, eh bien, se sont vus prescrire moins d'arrêts de travail. Donc, pour les dirigeants, finalement, des sujets absentéisme et engagement qui sont très liés et qui viennent finalement s'ajouter aux autres conséquences de l'absentéisme pour les dirigeants, à la fois la problématique du remplacement, la problématique de la réorganisation de l'activité de l'équipe, donc quand un salarié est absent. Et puis, de manière un peu notable cette année, quand même des dirigeants qui lisent de manière beaucoup plus directe qu'avant les conséquences de l'absentéisme sur la satisfaction client. Voilà, donc plusieurs enjeux finalement pour les dirigeants en lien avec ces questions d'absentéisme. Merci Anne-Sophie. Donc les chiffres ne sont pas très bons, c'est le moins qu'on puisse dire. Les enjeux sont multiples. Alors voilà, en un mot, peut-être une première réaction de nos grands témoins. Peut-être Mathieu, une première réaction. Oui, merci. Alors si c'est en un mot, je le prendrais peut-être par les derniers résultats présentés. C'est-à-dire peut-être que c'est... On va sûrement beaucoup en parler aujourd'hui, la question du sens du travail qui peut être là mise en exergue. Je vais faire référence à une étude qu'on a réalisée nous-mêmes en 2022 qui montrait que si 80% des interrogés se retrouvaient assez bien dans leur travail, quand même 40% d'entre eux imaginaient en changer dans les 2 ans. Et ils faisaient référence beaucoup aux projections possibles, aux conditions de réalisation d'un travail de qualité dans lequel on peut se reconnaître et envisager un futur. C'est-à-dire se dire, moi, c'est un métier qui me va bien, je vois la trajectoire du métier, ça m'inspire, ça provoque de l'engagement probablement. C'est fortement engageant pour des plus jeunes qui peuvent aussi voir une projection dans un métier, dans un domaine d'activité, un secteur porteur qui a aussi des ambitions du côté de l'environnement, etc. On le sait aujourd'hui, c'est fort. Donc voilà, en un mot, je dirais peut-être ça. Il y aurait beaucoup à dire sur tous les résultats, mais c'est sens du travail. Et puis peut-être dire aussi qu'on connaît un contexte aussi particulier qui a sûrement ses effets sur ces résultats-là, un contexte socio-économique, avec cette inflation. On a aussi des turbulences fortes sur l'approvisionnement depuis un certain temps qui peut donner à voir des choses aussi concernant le secteur industriel. Ce sont peut-être des secteurs qui ont été mis aussi sous forte pression et que peut-être que l'absence, comme on le sait, l'absence c'est aussi à un moment donné une protection aussi possible de soi dans des moments où on peut se retrouver dans son travail, mais on est fortement dans l'intensité du travail forte. On sait que l'intensification du travail est une donnée d'entrée dans ce type d'analyse-là. En France, ce sont des travaux maintenant bien documentés. Donc je ferai le lien entre une intensification de l'activité et la recherche de sens, la projection dans un secteur ou un métier. Merci. Karine, peut-être une réaction ?
Pour moi, le sens paraît évident aussi, l'engagement, un contexte de travail où le management clairement a son rôle à jouer aussi, puisque si on parle d'engagement, on parle avant toute chose de sa première ligne managériale, hein, et des conditions de travail de façon générale. Après, dans nos entreprises, on est aussi le reflet de la société, et quand je vois le taux d'absentéisme des femmes, peut-être que, j'en parlerai peut-être un petit peu après, mais c'est aussi le reflet d'une structure sociétale aussi que l'on voit se jouer sur l'absentéisme, et notamment pour les femmes dans nos entreprises. Merci. Enfin, Patrick ? Difficile de commenter après tout ce qui a été dit, mais effectivement, moi je suis assez choqué par ces résultats, par l'évolution, même si sur un plan personnel, ça ne me semble pas être une surprise. Le Covid, l'intensification du travail font qu'on se retrouve dans une situation micro et macro assez tendue, et c'est vrai pour nos organisations. Mais choqué par ce résultat, voir ce taux d'absentéisme et en particulier sur la population féminine, ça fait peur. Donc la question qui nous est posée, je ne sais pas si on aura une réponse aujourd'hui, c'est comment chacun d'entre nous, comment nos entreprises, nos organisations, quel est le rôle des partenaires sociaux, quels sont le rôle des institutions pour aider à régler ce problème-là qui semble malgré tout assez français. Merci Patrick, on va essayer de trouver des éléments de réponse dès aujourd'hui, dès maintenant. Donc il est temps de passer un petit peu plus dans le vif du sujet avec la seconde séquence. Alors la seconde séquence qui donc va être consacrée à la détection des signes avant-coureurs. Donc je vais m'adresser à Anne-Sophie Godon pour démarrer, et notamment cette notion d'arrêt long et comment vous avez pu étudier ce qui aurait pu peut-être alerter, les éléments qui auraient pu être alertants et en prévention de ces arrêts particulièrement longs. Alors je pense que c'est effectivement une bonne question que d'essayer de voir si on aurait pu identifier, repérer avant que ça n'arrive ces arrêts. Donc là, on s'est concentré sur les arrêts de plus d'un mois dont on a vu qu'ils occupent une place de plus en plus importante dans l'absentéisme. Alors on a d'abord interrogé des salariés pour leur demander finalement quels étaient, de leur point de vue à eux, finalement, les signes avant-coureurs. Et puis après, on a donc élargi l'enquête à notre panel. Alors on voit quelques items qui ressortent. Les deux premiers sont très clairement en lien avec l'augmentation donc des arrêts pour raisons psychologiques, dont on voit qu'ils augmentent de manière régulière. Donc il y a cette question de la fatigue excessive, qui d'ailleurs touche principalement les aidants et les managers. Il y a la question de la charge de travail, de l'intensité du travail. Donc là, il y a un lien très clair finalement, et je crois que Mathieu en parlait juste avant. Il y a évidemment les symptômes en lien avec la maladie concernée. Et puis, je m'arrêterai à la quatrième ligne. Il y a le fait d'avoir eu un ou plusieurs arrêts maladie prolongés. Ça, c'est d'autant plus important que, cette année, on voit finalement la multiplication des arrêts multiples, pour le dire comme ça. Donc, c'est finalement un salarié sur 5 qui a été arrêté, qui a eu plus de 3 arrêts dans l'année. Donc ça veut dire qu'on voit finalement une augmentation de ces arrêts multiples. Et dans des travaux que l'on a menés avec le CNAM, on a par ailleurs démontré que plus de 3 arrêts une année donnée, c'est finalement une probabilité multipliée par 5 d'avoir un arrêt de plus d'un mois l'année qui suit. Donc c'est très important de surveiller finalement ces arrêts multiples. Alors, qu'est-ce que ça dit? D'abord, cette liste, elle est évidemment pas exhaustive.
que eh bien, les dirigeants, les managers ne sont pas forcément en capacité évidemment de repérer tous ces signes avant-coureurs. Et donc finalement que ce repérage, il nous invite à la fois à mieux nous connaître nous-mêmes et donc à repérer finalement eh bien, ces signes que l'on pourrait connaître. Et puis il invite aussi les managers évidemment à essayer donc de repérer ce qui pourrait être précurseur donc de l'absentéisme. Merci Anne-Sophie. Alors justement, Mathieu, est-ce que ça ne met pas en exergue le rôle important du manager ? Absolument. Alors, moi, merci pour ces résultats, parce que ce que je trouve vraiment là très important du point de vue de la méthode, c'est-à-dire la façon dont on prend le sujet, c'est qu'on va très vite sur aussi un registre organisationnel. Avec ces résultats-là, on s'intéresse aux facteurs organisationnels qui peuvent expliquer, voilà, on est dans le diagnostic, et là, je dirais, c'est assez décisif aujourd'hui, sûrement, de le regarder avec cet œil-là, parce qu'on sait que dans les situations d'absence, on peut aussi assez vite aller vers un registre comportemental, individualisé, on va chercher des raisons du côté de la personne uniquement, etc. Alors qu'on sait que c'est multifactoriel. Et ma deuxième remarque, c'est une remarque de prudence, je dirais, par rapport à l'exercice de l'approche de l'absentéisme. Ici, on a des résultats qui nous permettent d'avoir un diagnostic général, c'est aussi sectoriel. On sait sur ces questions-là aussi qu'il faut aller regarder pour chaque entreprise, l'indicateur reste un indicateur, il ne recouvre pas une réalité complète. Il faut mettre en délibération avec tous les acteurs la réalité pour la confronter aux chiffres. Et ça, moi, représentant de l'ANACT aujourd'hui, c'est mon rôle aussi de dire ça. On est au contact des TPE-PME tous les jours. Voilà, c'est aussi les doter d'outils pour qu'elles puissent avoir une analyse partagée entre les partenaires sociaux, toutes les parties prenantes, de ce que c'est que cette réalité concrète pour une entreprise donnée, dans un secteur d'activité donné, sur un territoire donné aujourd'hui. Il faut être très contextualisé, c'est-à-dire avec tous les enjeux qu'on relie aujourd'hui, entre les enjeux sociaux, environnementaux, etc. Il faut les prendre dans un territoire, dans une filière, dans un métier. Et j'en profite pour souligner que le manager de proximité aujourd'hui, il ne faut pas tout lui mettre sur les épaules. On a coutume, quand on commence à s'intéresser aux questions du travail ou de santé au travail, de redire le rôle décisif du management de proximité. C'est réel. C'est-à-dire c'est lui qui orchestre le dialogue sur le travail, c'est lui qui est proche des équipes, qui est à l'écoute, qui est au carrefour de tous ces sujets sociétaux, de production, etc. Donc oui, son rôle est fort. Mais son rôle sera possible, il pourra le réaliser, son rôle, s'il est dans un contexte, dans une organisation qui a une stratégie, qui pense aussi le rôle du manager comme la clé de voûte, je dirais, des relations entre santé et production, notamment, et avenir d'entreprise. Mais merci beaucoup. Peut-être, Karine, tu voulais également commenter et puis apporter sur le sujet. Oui, je crois qu'il est important de se dire comment on passe d'une vision finalement absentéisme qui est liée à une personne à effectivement à une réflexion qui est organisationnelle et qui pousse à se dire ok, on ne peut pas considérer un taux d'absentéisme. Il y a des absentéismes et l'absentéisme est multicausal. Donc la question c'est finalement quel outil on met en œuvre pour aller chercher des réponses et ne pas seulement se contenter de dire oui mais un tel est toujours malade ou une telle est toujours malade. La question c'est le pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors le derrière peut être lié à l'entreprise elle-même, mais aussi peut être lié aussi à une structure personnelle, enfin une situation personnelle. Et la question, on disait tout à l'heure, Mathieu disait à l'instant, bon le manager on ne peut pas tout lui mettre sur le dos, en revanche il faut l'équiper. Il faut l'équiper pour qu'il puisse, identifier les problématiques, éventuellement les accompagner et trouver des solutions. Donc, nous, sur Armatis, par exemple, on utilise le coefficient de Bradford, par exemple. Tous les RH de nos sites savent utiliser ce coefficient. C'est un calcul qui se fait et qui nous permet d'identifier la fréquence, notamment la fréquence de l'absentéisme et la typologie d'absentéisme de l'arrêt maladie avec des arrêts maladie longs ou courts et leur récurrence et leur fréquence.
Sur cette base, tout simplement, après, on reçoit le collaborateur ou la collaboratrice, le manager ou le RH de nos sites, et ça permet d'avoir une discussion sur finalement quel est le type d'absentéisme qui se joue là. On parlait tout à l'heure d'absentéisme des femmes. Typiquement, nous on a identifié avec les études qu'on a fait. Alors, je crois que j'expliquerai dans la 4e séquence tout à l'heure sur les outils qui sont les nôtres, mais par le biais de la data et de l'intelligence artificielle, on a pu mettre en place des indicateurs en croisant les données sur l'identification du type d'absence chez nos collaborateurs et notamment nos collaboratrices. Et ce qui ressort de ça, c'est qu'effectivement, le taux d'absentéisme augmente par exemple chez les femmes au moment du premier enfant. Il y a un autre pic d'absentéisme qui se fait jour, c'est au moment quand ces femmes atteignent l'âge de 40-45 ans. Et on sait que là, derrière, c'est pas parce que c'est des femmes, c'est pas parce qu'elles ont une particularité. Alors, elles ont une particularité, en fait, effectivement, ce sont des femmes. Et elles accompagnent soit leurs enfants, soit les personnes aidantes dans leur environnement. Ce qui est le reflet d'une société, en fait, tout simplement. Ce n'est pas une problématique qui est forcément liée à l'entreprise elle-même, mais au fait qu'on emploie aujourd'hui en France 70% de femmes. Donc on doit embarquer aussi ça dans nos réflexions, parce que forcément ça génère un absentéisme qui est structurel, quelque part lié à la société et à la façon dont le travail des femmes est envisagé. Donc ça, c'est une nécessité pour nous de l'embarquer, au-delà même de se remettre nous-mêmes en question sur nos organisations, nos modes de fonctionnement et nos modes de management. Merci Karine, ça nous fait une très belle transition sur notre séquence suivante, qui donc va être consacrée à la prévention et l'organisation du travail. Alors, prévenir l'absentéisme. Je me tourne donc vers Anne-Sophie Godot. On a compris l'exercice maintenant. Donc, vous avez interrogé, vous, à la fois des salariés et des dirigeants. Et donc, selon eux, qu'est-ce que révèle l'enquête sur comment ils voient cette prévention possible ? Il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles sur cette diapositive. La première, c'est qu'il y a eu finalement plusieurs hypothèses et plusieurs options avancées à la fois par les salariés et les dirigeants. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, c'est que la plupart ont quand même trait au travail. Il suffit de regarder les salariés qui nous disent d'abord, il faut faire évoluer son organisation. Il faut impliquer davantage les salariés au sens de les écouter plus, leur donner la parole et faire en sorte qu'ils puissent participer aux décisions en ce qui concerne donc leur travail. Et puis, ils veulent donc qu'on fasse évoluer les pratiques managériales. Donc, 3 sujets vraiment très importants. Et puis, les dirigeants sont presque d'accord avec tout ça. Ils ont rajouté finalement l'idée du besoin d'outillage des salariés et des managers en particulier pour leur permettre d'anticiper et puis de faire face à toutes ces transformations. Voilà, donc plutôt, je trouve, des bonnes nouvelles et surtout aussi une bonne symétrie finalement entre les salariés et les dirigeants. Oui, tout à fait. Donc, Mathieu, on en voit d'ailleurs donc l'importance de cette prévention. Oui. Alors, c'est vrai que sur les dynamiques préventives, je dirais que ce qu'on peut ajouter là, c'est peut-être l'approche globale, un peu systémique, qui est nécessaire d'avoir quand on veut prévenir l'absentéisme. On a évoqué tout à l'heure justement des aspirations à la reconnaissance, etc. Donc on sait que quand on vise sens, reconnaissance, voilà, ce qui sort ici dans cette diapositive-là, c'est ça les leviers.
on sait, c'est documenté, on appelle ça, il y a différents noms à ça, mais ça peut être des dynamiques participatives, ça peut être dans la version un peu, je dirais, light. La version plus ambitieuse, c'est des organisations apprenantes, comme par exemple. Hein. Et on a pu, là, on sait aussi qu'en France, on n'est pas dans une tendance, disons, à l'amélioration, en tout cas dans la mise en place des organisations apprenantes. Hein. Quand on regarde les études européennes, Eurofound, on peut s'y référer. Voilà, on a une difficulté à les installer, alors qu'on sait que les organisations apprenantes jouent sur la perception ensuite qu'ont les collaborateurs sur leur marge d'initiative, permettent davantage le développement de l'autonomie. Il y a un indicateur intéressant sur les études d'organisation apprenante qui est celui qui dit la question est que je suis capable d'appliquer mes propres idées dans mon travail ? Et on voit que l'organisation apprenante, elle surclasse largement les types d'organisations plutôt en ligne ou alors là, et encore plus les organisations de type taylorienne, etc. Et donc ça, je dirais, voilà, on sait les leviers, ou en tout cas ça fait un certain temps, maintenant ça fait plusieurs décennies que c'est documenté ça. Donc la question est plutôt de savoir pourquoi ça n'infuse pas plus que ça, où est la difficulté pour passer à l'étape suivante concernant le développement de ces organisations et donc de ces pratiques managériales, puisque l'organisation, on le sait, c'est quand même ce qui supporte globalement une idée, une vision des rapports sociaux, et à l'intérieur de cela, ensuite, peut se déployer une pratique managériale qui vienne faire ce qui est appelé par les acteurs, qu'on soit salarié ou dirigeant, à travers l'enquête qui est ici. Donc voilà, on peut se référer à ces travaux-là qui sont bien disponibles depuis un certain temps déjà. Merci Mathieu. Alors Karine, peut-être sur un pan un peu différent, mais qui a déjà été un peu dévoilé dans l'intervention de Mathieu, sur la prévention et le dialogue social. Je pense que c'est clé, puisque c'est un sujet, c'est systémique, c'est un sujet qu'on ne peut aborder que collectivement. Il n'y a personne dans son coin qui peut s'attaquer à ce type de sujet tout seul. Donc la question, elle est comment on dialogue avec ses partenaires sociaux, comment on va chercher des réponses aussi au niveau des organisations, des outils qu'on utilise aussi, qui permettent de fluidifier un certain nombre de choses. Donc, qui dit outillage, dit réflexion sur l'organisation, le mode de fonctionnement de la production d'un système. C'est aussi à discuter du coup avec les partenaires sociaux, de réfléchir à se dire ok, les personnes aidantes, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire tout particulièrement pour ces personnes-là, sachant que elles sont là, elles sont structurellement présentes, certaines sont identifiées, d'autres pas, et ne veulent pas être identifiées. Donc la question, c'est aussi des choses qui arrivent par les partenaires sociaux. Donc c'est une nécessaire confiance aussi avec ces partenaires sociaux sur finalement s'il y a un discours, ou en tout cas s'il y a une question posée, elle sera entendue, cette question, elle sera posée et discutée. Donc c'est une nécessaire construction ensemble en fait. Merci Karine. Alors je me tourne vers Patrick. Moi j'ai l'impression presque dans la préparation d'avoir identifié la recette, ou presque une recette, avec peut-être une entreprise qui prend particulièrement soin de ses collaborateurs, jusqu'à en faire quasiment une culture d'entreprise. D'abord, soyons modestes ou humbles, toujours face à ces sujets-là, parce que ce qui marche aujourd'hui, espérons, on va continuer, on a la recette. Mais peut-être pour revenir sur ce que Mathieu disait, dans la prévention, il y a la question du moi. Moi, l'individu, suis-je armé? Suis-je outillé pour identifier ces facteurs de stress, identifier mon état? Il y a le E, ce que j'appelle le E, c'est finalement ma communauté directe, les équipes avec qui je travaille, mes collègues de travail, mon chef direct. Et puis enfin, il y a le nous, qui est l'entreprise, qui est l'organisation et sa réponse. Et ça nous amène sur la question de la culture d'entreprise, comme Delphine le disait. Alors, Linksense, aujourd'hui, c'est 3500 collaborateurs dans le monde, c'est plus de 2500 personnes en production. Donc nous sommes l'industrie, comme ça a été dit, plus de 1000 collaborateurs qui ne sont pas directement dans la production, mais donc dans les services R&D, qualité, vente, marketing.
Et donc, il y a statistiquement une assez bonne représentation. Aujourd'hui, nous avons un taux d'absentéisme qui est inférieur à 5% partout dans le monde. Je faisais ce matin le point avec le DRH de notre site de Mantes-la-Jolie en France, qui est inquiet. Ils viennent de mettre en place des nouveaux plans d'action parce qu'ils ont touché 4% d'absentéisme le mois dernier et il y avait une inquiétude. Donc, la réponse pour nous, elle est toujours sur le management. Alors oui, il ne faut pas trop en demander, mais en même temps, il est la clé de voûte, comme ça a été dit, de ce qui se passe. Il est au contact du collaborateur, de ses équipes. Et le dernier point pour moi, pour revenir à la question de la recette, quand on interroge nos collaborateurs dans une enquête d'engagement, l'ensemble de nos collaborateurs disent qu'ils sont engagés dans l'entreprise. Quand on les interroge sur la culture d'entreprise, ce qu'ils mettent en avant, c'est la fierté. C'est le sens de ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font, pourquoi ils le font. C'est la flexibilité du travail. Donc ça veut dire que localement, et ça c'est pas au niveau macro qu'on peut le gérer, il y a l'aptitude pour le manager, les équipes de s'adapter en fonction des réalités. Et puis enfin, c'est le collectif. Tous disent « j'aime mon équipe ». Voilà. Merci beaucoup Patrick pour cette révélation. Et ça nous amène tout droit à notre 4e séquence, consacrée donc à la mise en place de dispositifs. Alors là, je vais directement me tourner vers nos 2 DRH pour vous poser la même question finalement. Comment vous vous y prenez sur ce registre-là? Alors je ne sais pas qui démarre. Allez, honneur à Karine. Déjà, la problématique, je pense, c'est la mesure. C'est la mesure, c'est d'être capable de savoir réellement ce qui se passe sur les terrains. Et donc nous, on a mis en place, grâce à la business intelligence, ce qu'on a appelé un QBRH, qui permet d'avoir le taux d'absentéisme de la veille, chaque matin quand on arrive. La question, elle est derrière ça, c'est de se dire, ok, plus on prend le sujet tôt, plus on est capable d'anticiper et de traiter. Quand on sait que 5 arrêts donnent 1 mois d'arrêt l'année suivante, l'idée, c'est vraiment de traiter au plus tôt, le plus en amont possible et d'apporter des solutions. Donc, effectivement, on a doté l'ensemble de nos managers de ce thermomètre, baromètre, en plus d'avoir un baromètre interne aussi sur l'engagement de nos collaborateurs annuels. Mais c'est de se dire, OK, l'absentéisme, le turnover, on le suit quotidiennement. Et on demande à chacune de nos équipes de management sur nos sites de mettre en place des plans d'action suite à l'identification de situations soit particulières, soit collectives, liées à l'organisation du temps de travail, liées à un management peut-être un peu déficient à certains moments, ou liées à des situations particulières qui peuvent être personnelles, mais aussi collectives ou structurelles. Quelquefois, quand il y a une mauvaise grippe, il y a une mauvaise grippe, ça on n'y peut rien, mais comment on l'accompagne aussi. Et donc cet outil-là, ça a consisté à faire travailler ensemble vraiment toutes les équipes. Toutes les équipes de production, main dans la main, les RH et ainsi de suite, pour se doter d'un outil qui est aujourd'hui l'outil de l'ensemble de l'entreprise et qui est suivi par nos managers quotidiennement et qui, en tant qu'RH, nous permet aussi d'aller questionner les directions de site, d'aller questionner les managers de terrain pour dire là, ton plan d'action, on en est où, et avec le RH local, de dire qu'est-ce que vous faites en termes d'engagement, qu'est-ce que vous faites en termes d'animation et de motivation des collaborateurs, ou peut-être du temps de travail, d'adaptation du temps de travail ponctuel pour certains de nos collaborateurs ou collaboratrices. Bref, ça permet d'avoir une vision macro, mais de descendre aussi au niveau de granularité le plus fin pour apporter la réponse adaptée. Puisqu'on sait effectivement que le collectif est important, le nous effectivement, et je partage complètement, le nous est important, notre manager est important, d'avoir confiance dans sa capacité à accompagner est clé pour les collaborateurs. Donc ça, c'est aussi le doter d'outillage, c'est aussi le former.
le former à identifier les situations un petit peu difficiles. Nous, typiquement, on fait des plans d'action concernant tout particulièrement les femmes et la violence faite aux femmes, puisqu'on sait que ça aussi, ce sont des situations qui amènent à de l'absentéisme. Et comment on forme nos managers à reconnaître ce type de situation pour pouvoir l'accompagner ou en tout cas le signaler pour que nos collaboratrices et collaborateurs qui sont dans ce type de situation puissent avoir la bonne écoute et le bon accompagnement. Donc c'est assez large, mais je pense que ça passe par avoir le bon outil de mesure et après la sensibilisation à certains comportements et d'avoir des managers qui sont formés, qui sont en aptitude de comprendre et d'accompagner. Merci Karine. Patrick, en quelques mots? Quelques mots. Je l'ai déjà dit, Linksense, nous sommes une ETI, donc nous n'avons probablement pas les moyens aujourd'hui techniques et humains pour avoir une vision avancée, mais ce sont des indicateurs simples, turnover, absentéisme, c'est l'engagement, j'en ai parlé, c'est la culture. Le sujet pour nous, il est vraiment d'avoir des actions les plus proches de l'individu. Donc on a ce suivi, je vous ai dit, des indicateurs. On a ensuite mis en place, après chaque arrêt, la personne est vue par son manager. La loi française dit, c'est les arrêts de longue durée, on n'est pas les seuls à aller jusqu'à, peu importe la durée de l'arrêt. Essayer d'adapter le poste de travail, les conditions de travail si nécessaire. Et nous avons un suivi mensuel de ces plans d'action. Donc c'est des choses très très simples, au-delà des indicateurs qui nous permettent aujourd'hui de rester le leader sur notre marché, d'embaucher énormément et de gérer la croissance. Très simple, c'est peut-être là aussi un élément de recette. Alors justement, Anne-Sophie, que nous dit l'étude sur le sujet ? Alors, on a donc demandé aux dirigeants, finalement, ce qu'ils avaient mis en place dans leur entreprise. Alors, on voit qu'il y a, et ça fait écho à ce que Karine vient de dire, d'abord en tête de gondole, les tableaux de bord. On améliore que ce qu'on mesure. Donc, avoir des tableaux de bord, c'est un peu quand même le point de départ. Donc ça c'est vraiment le premier point. En numéro 2, on voit finalement le contrôle médical des arrêts. Qui pour beaucoup de DRH, quand on leur pose la question, finalement fait partie de l'arsenal un peu obligatoire. C'est pas forcément jugé comme étant très efficace, mais ça fait partie finalement de l'arsenal, avec souvent d'ailleurs plutôt un effet dissuasif. Des actions de prévention pour les salariés, des actions de communication. Je vais quand même en dire 2 mots parce que dans toutes nos enquêtes, on voit un décalage très important, ce que les dirigeants nous disent mettre en place et puis ce que les salariés en fait déclarent que leur entreprise met en place. Et donc on voit qu'il y a un gap systématique entre les deux. Ça veut dire qu'on a au moins un problème de communication dans les entreprises sur à la fois les enjeux mais aussi ce qui est fait. Donc là, il y a une petite flèche verte qui nous dit que ça a augmenté. Et sans commenter toutes les autres lignes, elle reflète ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire finalement le besoin d'agir de manière globale, donc à la fois des actions un peu structurelles sur le travail, son organisation, l'accompagnement vers le retour à l'emploi, des dispositifs donc permettant de prendre en charge les fragilités. Peut-être 2 points qui ne figurent pas sur ce tableau et sur lequel je voudrais terminer, c'est que quand on discute avec les dirigeants, ils nous disent 2 choses complémentaires. Pour aller plus loin, ils ont besoin de ressources en interne formées à ces questions. Or aujourd'hui, ça reste un vrai sujet. Sujet d'ailleurs sur lequel on travaille avec le CNAM et on sortira en début d'année prochaine une formation qui va permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, d'avoir donc des référents santé, travail, absentéisme dans leur entreprise. Donc vraiment un problème de ressources. Et puis un deuxième sujet, c'est que pour beaucoup de DRH, la question finalement des déserts médicaux, elle a des impacts sur la capacité à prendre en charge les salariés, notamment sur le domaine psychosocial, par exemple, où bien dans beaucoup d'endroits, on n'a pas forcément de professionnels accessibles dans des délais courts. Donc les DRH, dans ce qui leur manque aujourd'hui, des personnes dûment formées et puis des professionnels susceptibles dans les territoires d'aider à la prise en charge des situations les plus fragiles.
Merci Anne-Sophie. Avant de passer aux questions, ça me permet de vous rappeler que j'en reçois déjà, hein, mais continuez, n'hésitez pas. Revenir avec Karine sur justement la notion de communication, d'information et de libéralisation de la parole finalement. Oui, parce que c'est clé, libérer la parole. Si on veut s'améliorer, on ne peut pas se dire qu'on va se mettre des œillères. Enfin, voilà. Donc ça part déjà d'un postulat de base qui est, je le disais tout à l'heure, la mesure de vraiment prendre le constat et une fois qu'on a fait le constat, de se dire ok, comment on le traite. Et ça suppose quand on parle de libérer la parole, c'est libérer toutes les paroles. C'est libérer la parole des collaborateurs, mais aussi des managers. On a vu tout à l'heure dans les statistiques que les managers aussi étaient en souffrance. Ils sont d'autant plus en souffrance qu'ils sont éventuellement pas ou peu assez équipés pour aussi avoir à gérer des situations qui bien souvent les dépassent. Quand j'évoquais tout à l'heure des situations d'aidants, quand j'évoquais des situations de violence conjugale et ainsi de suite, Armatis, c'est 10 000 collaborateurs dans le monde. Si je prends que la France, c'est 5 000 collaborateurs, 70% de femmes. C'est donc, sur les statistiques de violences faites aux femmes, c'est 350 femmes aujourd'hui, quotidiennement, qui peuvent être victimes de violences sur nos sites. Donc ça demande d'accompagner les managers. Ça demande de mettre en place un référent social qui est le point de contact pour les personnes en situation difficile ou les managers qui ne sauraient pas comment gérer une situation. Donc le stress lié au management aujourd'hui est quelque part aussi à prendre en considération parce que multifacette. On est soi-même un collaborateur déjà quand on est manager et puis après on a la nécessité d'accompagner nos équipes et dans ces cas-là il faut aussi être en mesure de les accompagner avec le meilleur outillage possible et la meilleure connaissance possible. Merci Karine, donc il est temps de passer à la séquence questions. Alors une première question qui nous est proposée par Agnès Schmitz. Dans quelle mesure l'employeur peut-il demander à son salarié absent ce qu'il a, en mettant naturellement en avant une volonté de soutenir et d'accompagner? Alors, qui veut répondre? J'attribue pas, mais dénoncez-vous. Je ne suis pas sûre qu'on puisse lui demander ce qu'il a. Mais en revanche, je pense que la façon dont on mène l'entretien avec son collaborateur, le climat de confiance, le climat habituel, j'allais dire, de discussion et de dialogue avec son manager, fait qu'on va libérer la parole ou pas. Mais quelque part, le fait qu'ils nous disent exactement je souffre de telle chose ou de telle autre, n'est pas forcément la clé de la façon dont on va l'accompagner. Après, qu'on ait une problématique ponctuelle liée à une grippe ou à un ras-le-bol, le constat, et bon, on ne traitera pas effectivement la grippe, on se dit c'est quelque chose de ponctuel, le ras-le-bol, ça va se voir autrement. Donc la question, elle est pas, si la question est une question de droit, on ne peut pas rentrer dans l'intimité et le dossier médical du collaborateur, ça c'est évident. En revanche, le dialogue qu'on peut avoir avec ses collaborateurs fait clairement toute la différence dans l'accompagnement. Patrick ? Juste voilà, c'est pas le sujet. Pourquoi la personne est absente? La question, c'est comment on gère soit son retour, soit son absence. Et comment on met en place, quelles conditions mettons en place pour l'aider et pour aider l'organisation. Pourquoi elle est absente n'est pas très important. Merci. Alors, deuxième question qui nous est proposée par Patrice Michelin. La symétrie des solutions n'est pas parfaite. L'évolution du travail et des organisations n'apparaît pas chez les dirigeants alors que c'est la première attente des collaborateurs. Cela pose question, non ? Oui. Je pense que dans ce qu'on a partagé autour de cette table, moi, en tout cas, je vous ai partagé quelques enseignements issus de travaux de terrain, de recherche, etc., qui montrent déjà ça, quoi. Cet écart, disons, entre les aspirations
à une contribution, à une participation à la construction des projets de l'entreprise et une difficulté du côté du système, disons, de management ou du côté des gouvernances à mettre en place des dispositifs de confiance qui le permettent et qui donnent des suites à cela. Parce que finalement, quand on dit qu'il faut créer les conditions d'un dialogue sur le travail au plus près du terrain, par exemple, c'est une bonne chose de le dire. On le dit dans les assises du travail, le disent beaucoup en ce moment. C'est une bonne chose de le dire. Par contre, il faut tout de suite renvoyer au destin, comme je dis souvent, moi, de ce qui sera produit dans ces groupes-là. C'est-à-dire que ce matériau-là, qui vient de la parole des professionnels, qu'est-ce qu'on en fait ensuite pour infléchir certaines décisions au sein de l'organisation? Est-ce que ça remonte dans les instances de dialogue social? Est-ce que ça irrigue les décisions managériales? Voilà, c'est ça l'enjeu. Et c'est à cette condition-là qu'on réduit l'écart observé que vous pointez là, qui est pointé par la question. Merci Mathieu. Anne-Sophie, je crois que vous vouliez ajouter un point. Oui, je pense qu'effectivement, moi, ça m'évoque le fait que les dirigeants, dans comment prévenir l'absentéisme, n'aient pas évoqué la question de l'évolution de l'organisation du travail. C'est peut-être aussi parce que pour beaucoup d'entre eux, finalement, le télétravail est passé par là. Le télétravail, c'est une modalité d'organisation du travail. Et donc, je pense que pour beaucoup de dirigeants, une partie importante du travail a été faite. Alors, ça ne suffit pas. Il va falloir effectivement repenser encore un peu plus le travail et son organisation. Mais je pense que là, on était sur un top 3. Ça apparaît en 4e position, donc ce n'est pas non plus très loin derrière. Donc, la prise de conscience, elle est quand même là. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus le fait que les salariés le mettent en première position qui me semble très important. C'est-à-dire qu'on voit que ça ouvre une réflexion qui est d'ailleurs largement ouverte par les pouvoirs publics, avec les assises du travail. Jamais on a produit autant de rapports dans les dernières semaines que sur les nécessaires évolutions du travail, la nécessaire prise en compte des enjeux environnementaux dans les questions de travail et de santé. Voilà, donc on voit que c'est un sujet d'actualité, mais qui n'est pas très loin non plus dans les préoccupations des dirigeants. Alors il y aurait d'autres questions, mais le temps passe irrémédiablement, donc on ne pourra pas tout y répondre, en tout cas pas maintenant. On arrive au moment de la conclusion finalement, et je voulais donner donc le mot de la fin à Mathieu Pavageau sur donc le travail de demain. Quel honneur, et là aussi avec beaucoup de modestie, je pense aussi, parce que ce qui caractérise la situation d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'incertitudes aussi sur le travail de demain. Donc ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les sujets qui sont forts aujourd'hui, qui montent fort, comme on le dit souvent, on le sait, c'est l'organisation des temps et des espaces notamment. Bon, ça c'est un sujet fort qui va beaucoup être travaillé dans les temps qui viennent. Aujourd'hui, on essaie de se référer aux expériences internationales en matière d'organisation des temps de travail, des semaines, etc. Bon, voilà, mais ce sont des sujets qui attirent l'attention en ce moment. Cependant, il faut, je dirais, se garder de se laisser aspirer aussi par ces événements, parce que ça fait l'événement. On a aussi un tissu d'entreprises sur le territoire qui ont d'autres priorités que de se poser la question de savoir si c'est 32, 35, articulé comment, etc. On a des enjeux aujourd'hui très forts du côté de la qualité de service, de la qualité des produits qui sont portés par une grande partie des entreprises du territoire. On a fait quelques enquêtes là-dessus et c'est le premier sujet de préoccupation des entreprises avant de se demander exactement ce que sera l'organisation des temps. Donc le travail de demain, il va devoir être pensé dans un moment où les enjeux productifs sont très forts. On n'a pas le temps de développer ici, mais on sait le contexte international, donc les enjeux productifs sont très très forts. Ils sont très reliés à des enjeux environnementaux, ça a été évoqué, qui eux-mêmes vont probablement, et c'est déjà un peu le cas, générer des contraintes auxquelles il va falloir s'adapter pour un certain nombre d'entreprises, d'un point de vue organisationnel, etc. Et puis c'était le sujet du jour, des enjeux humains qui sont très forts, qui sont aussi très liés à ce que sera la ressource pour demain aussi au sein des entreprises. On a parlé
des questions d'égalité, pour nous, c'est un sujet central, par exemple. Et, le travail de demain, c'est sûrement autant travailler sur les conditions d'un équilibre fort sur le territoire, là aussi, hein, qui favorise l'accès à la qualité de vie et conditions de travail, comme on dit nous dans notre jargon, voilà, pour toutes et tous. Hein, et on voit que la réserve, je dirais, de valeur qui existe hein, dans la progression en matière de réduction des inégalités, elle est souvent sous-estimée. Donc on a, je dirais, le travail de demain, c'est investir fortement dans cette progression-là, dans la réduction par exemple des inégalités ou des travaux sur l'égalité femmes-hommes. Ça, c'est sûr que là, on a une réserve de valeur forte pour notre situation socio-productive, pour le dire comme ça. Voilà. Alors après, si on voulait aller sur un exercice plus de type prospective, là, il y a des spécialistes de la prospective qui font ça très bien à 20 ans ou à 30 ans. Là aussi, moi, quand je discute avec les prospectivistes, je trouve qu'on a intérêt aussi là à se poser la question à 5-10 ans, parce qu'on est dans un moment quand même de turbulence fort où les équations sont posées autrement. Tout ce qu'on a dit ce matin le montre. Donc moi, je porterai l'attention sur une chose. Là, c'était un peu le constat des enjeux rapides, mais l'attention sur une chose, c'est-à-dire c'est la capacité surtout des acteurs là où ils sont dans leur situation à pouvoir expérimenter, à tester des nouveaux formats d'organisation. C'est ça qui va nous attendre sûrement, qui vont avoir des impacts forts sur l'activité même, sur la réalisation du travail dans le métier, la pratique du métier. Donc pour ça, il faut être capable un peu de tester des choses, de se donner des possibilités, d'imaginer des alternatives un peu organisationnelles, ou même dans la pratique du métier, ou dans la pratique managériale. Et ça, c'est une vraie compétence, quoi. C'est une compétence collective, quoi. On l'a vu, hein, et elle n'est pas forcément aujourd'hui très développée dans tous les secteurs, notamment en France, c'est les organisations apprenantes évoquées tout à l'heure. Donc je mettrais plutôt l'accent sur l'action, puisqu'un bon nombre de défis nous attendent. Merci Mathieu. Peut-être un tout dernier mot, Anne-Sophie Godon. Une réaction, une réaction de fin. Non, moi j'aime beaucoup, pour une ancienne directrice de l'innovation, moi j'aime beaucoup l'idée d'expérimenter, de tester, parce que c'est comme ça qu'on acquiert de la confiance, c'est comme ça aussi qu'on acquiert de l'agilité. Donc moi j'aime beaucoup cette idée, et puis j'aime bien aussi l'idée très optimiste quand même de l'existence de réserves de valeur. Donc ça donne une note finalement de fin optimiste pour tous les dirigeants qui nous écoutent. Eh bien, merci à tous les quatre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Des témoignages très riches, éclairants. On pourrait discuter encore bien longtemps, vous le sentez. Mais rassurez-vous, vous retrouverez l'ensemble des résultats du baromètre sur le site du comptoir de Malakoff Humanis. Et je vous dis donc à très bientôt sur nos réseaux sociaux et dans les instances du groupe RHM. À bientôt.